Bonjour à tous, on va commencer notre panel sur le MFA, une avancée pour le journalisme en Europe. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Clotilde Goujard, je suis une journaliste pour Politico et je vais modérer le débat aujourd'hui. On a avec nous dans ce panel de que des femmes, c'est assez génial. Vraiment 4 personnes super intéressantes. On a Marie Freinet, qui est dans le cabinet de la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, qui vient de nous parler, et qui travaille sur les politiques des médias. Elle a elle-même été journaliste au début de sa carrière et a même étudié ici à l'IEX. Bienvenue Marie. Merci. J'étais ici, oui. J'étais là, dans l'auditorium. Ensuite, on a Anaïs Villa qui travaille sur les affaires européennes au CSA belge ici, qui est en ce moment à la tête de l'ERGA, donc, qui est le board, désolée si je passe parfois en anglais, je travaille trop en anglais, mais le board des régulateurs audiovisuels des médias pour cette année. Et ensuite, on a Liz Corbin, qui est aussi la directrice des nouvelles à l'EBU, le European Broadcasting Union, qui représente beaucoup de membres des audiovisuels broadcasters et qui a elle-même été journaliste à la BBC et même a été à la tête des nouvelles de BBC World Services. Et finalement, on a Maja Sever, qui est une journaliste croate, et qui est en ce moment à la tête, la présidente de la Fédération européenne des journalistes. Bienvenue à toutes. Le Media Freedom Act a été présenté en octobre, donc c'est assez récent. C'est un texte qui est assez ambitieux et vraiment historique. Il y a plusieurs points vraiment intéressants, surtout quand on voit la liberté des médias qui est en déclin dans certains pays en Europe, que ce soit la Hongrie, la Pologne et plein d'autres pays. Pour rappeler un peu les différentes parties, donc il y a une partie pour un peu limiter l'interférence politique dans les médias au niveau éditorial. Il y a une autre partie plus économique pour éviter vraiment d'avoir des énormes conglomérats médiatiques. Et puis, il y a quelques aspects sur la désinformation, donc à travers donc les organisations étrangères qui pourraient agir et donc répandre la désinformation au sein de l'Union européenne. Et puis finalement, toute une partie sur finalement le journalisme en ligne et le pouvoir des organisations médiatiques, des médias pour donc partager leur contenu sur des plateformes en ligne, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok et toutes ces plateformes. Donc Marie, pourquoi la Commission régule sur les médias? Depuis le début de la Commission, on voit qu'il y a plusieurs initiatives. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressée à la question? Alors, en fait, on a analysé depuis le début de ce mandat, donc on a commencé en 2019. La vice-présidente Jourova, vous l'avez vu un peu plus tôt aujourd'hui, donc elle a commencé ce travail sur la politique des médias en 2019. Et on a vu, comme ça a été dit, on a vu des tendances négatives par rapport à la liberté de la presse et le pluralisme des médias dans l'Union européenne. Ça a été analysé via des rapports sur l'état de droit. Donc c'est un exercice qu'on a commencé en fait en 2020. On a regardé la situation du pluralisme des médias, de la liberté de la presse dans tous les États membres. Et c'était la première fois qu'on faisait cette analyse détaillée de la situation dans chaque État membre. Et là, on a vu une série de problèmes, notamment la sécurité des journalistes. Les journalistes qui sont attaqués pendant les démonstrations... Pardon. Alors là, je dois vous dire aussi, je vais le faire en français, mais d'habitude, je vais le faire en anglais. Donc ça va être un mix en anglais-français. Donc les journalistes qui sont attaqués pendant les manifestations, le harcèlement des journalistes, voilà, ce sont des problèmes qu'on voit dans tous les pays de l'Union européenne. Et on a analysé d'autres problèmes par rapport à la pression sur les médias de service public. Je pense qu'on va encore en discuter. On a fait, on va dire, un diagnostic qui n'était pas très bon. Et on s'est dit, on ne peut pas en rester là. On doit aussi venir avec des solutions. On doit apporter des solutions à toutes ces tendances négatives. Et c'est pour ça qu'on a développé un plan d'action pour la démocratie européenne, qu'on a aussi présenté en 2020, avec une série de mesures. On a d'abord commencé par la sécurité des journalistes. On a fait des recommandations aux États membres sur la sécurité des journalistes. On est venu aussi avec un
un paquet avec une proposition de directive et des recommandations contre les procédures bâillons. Donc tout ce qui est procédure en justice abusive contre des journalistes dans le but de les censurer. Donc là, on est venu avec des solutions par rapport à ces problèmes. Et enfin, comme vous l'avez dit, plus récemment, on a proposé l'acte pour la liberté des médias, donc le Media Freedom Act. Et là, l'idée, c'est aussi d'adresser, de répondre à une série de problèmes qu'on avait analysés qu'on analyse encore aujourd'hui, parce que c'est un exercice annuel, les rapports état de droit. Donc l'idée, c'est vraiment de venir avec des solutions par rapport à certains problèmes, notamment le manque de transparence dans l'allocation de la publicité d'État, ça aussi, qui est utilisé pour favoriser certains médias. Vous l'avez dit, Pegasus, la surveillance. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est de venir avec des standards communs au niveau européen pour répondre à ces problématiques qu'on analyse vraiment chaque année dans les rapports état de droit. Maya, vous qui représentez les journalistes, comment vous avez accueilli cette proposition de loi venant de la Commission européenne? Well, the European Federation of Journalists welcomes the proposal of European law on media freedom. We welcome your decision, a legislative tool to strengthen the free and pluralistic media system, protect journalists and editorial independence, and create great trust in the fragile media sector across Europe. And we welcome that you recognize the problems in which most media environment all over Europe is. And we think that this kind of regulation is necessary. But still, if European Media Freedom Act wants to become effective in the fight for strengthen media pluralism and protect the rights of journalists and their working rights, it should improve its efforts. I will emphasize now just a few points, and so I can argue later. For example, we think that it's necessary to establish clear rules of insight into the transparency of media ownership instead of soft legal recommendation. We think that introduce rules that regulate all financial relations between the state and the media, and we expect to remove limitation of transparency of state advertising for more than 1 million inhabitants. It's very important. I see that you understand for, most of European countries. I'm coming from Croatia. In Croatia, there is no region that will go in this rule. So I think that's also very, very important, but I can argue later more about it. We also expect guarantee of independence of national regulators and as well as the independence of coming European regulators. It's very important. I can also say that I really know and we have experience with so many problems in media environment where media regulators are not independent. Finally, measures against the surveillance of journalists should be expanded. That protecting us from some of kind surveillance is only solving a part of the problem. We need of European Union to promote a broad protection of journalist sources, because why only to protect against some survivalist tools? We think that this article should be stronger to protection all journalists from surveillance. And yes, European Federation of Journalists propose significant changes guaranteeing the law of freedom of media environments. But if you want, I can really talk about another suggestions later. Thanks, Maya. Anaï, vous, du point de vue de l'ERGA, donc dans la proposition qui a été faite de la Commission, l'ERGA aurait un rôle qui serait beaucoup plus renforcé, en fait, avec plus de pouvoir. Vous avez, comment vous voyez cette proposition? Est-ce que vous l'accueillez? Donc nous, au sein de l'ERGA, pour que ce soit didactique aussi et comprendre c'est quoi le concept ERGA, donc je représente le CSA.
Conseil supérieur de l'audiovisuel. On a la présidence, comme vous l'avez mentionné, au niveau européen du groupe des régulateurs dans le milieu audiovisuel. Donc l'ensemble des régulateurs sont présents autour de la table. On coopère de façon très étroite et on travaille aussi avec la Commission européenne parce que dans le cadre de la directive des services de médias audiovisuels révisée en 2018, nous sommes habilités à donner des points de vue techniques, aussi une expertise directement à la Commission européenne. Et dans ce travail-là, nous échangeons les bonnes pratiques, nous discutons aussi les textes qui sont bien sûr sur la table, tels que ça va du Digital Services Act, mais aussi bien sûr sur le European Media Freedom Act. Cette proposition-là, nous l'accueillons favorablement, dans le sens où nous partageons les objectifs, comme l'a dit Marie Freinet également. Ils sont absolument essentiels de venir avec une proposition législative sur la table, en plus un règlement, donc qui sera directement applicable, je le rappelle, dans tous les États membres, sans passer par une transposition. Et donc le fait d'avoir un socle commun de règles et de principes généraux pour justement en plus promouvoir des valeurs européennes telles que la liberté des médias, la liberté d'expression et l'indépendance des médias est absolument crucial. Et je pense que c'est un message politique fort au niveau européen qui a été lancé et nous l'accueillons absolument favorablement. Bien entendu, maintenant c'est le temps aux co-législateurs, donc Conseil et Parlement européen, de travailler et d'amender ce texte. Et comme tout texte législatif sur la table, il méritera des améliorations. Et justement, au sein de l'ERGA, depuis le début, il y a eu une consultation publique qui a été lancée par la Commission européenne en mars, à laquelle nous avons participé, les 27 régulateurs au niveau européen. Et on avait déjà cité des lignes phares qui pourraient ou devraient, en tout cas, selon nous, être inscrites dans cette proposition. On a d'ailleurs été invité à plusieurs reprises par le cabinet de la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, pour nous exprimer. Un dialogue a été très, très intéressant également. Aujourd'hui, justement, la proposition, comme vous l'avez mentionné, a été publiée en septembre. Nous avons travaillé au maximum et avons trouvé enfin une position unie entre les 27 régulateurs. Et la position devrait être adoptée d'ailleurs aujourd'hui même. Et je peux déjà vous présenter des éléments clés. Ce qui est clair, c'est qu'on considère qu'un socle commun de règles au niveau européen dans le secteur des médias est absolument essentiel, mais il ne faut pas non plus aller trop loin dans le sens où des systèmes qui fonctionnent au niveau national devraient continuer à fonctionner et justement qu'on ne diminue pas des standards qui fonctionnent déjà dans certains États membres. Et donc ça, on l'accueille parce qu'il y a justement des principes généraux dans la proposition législative. Au niveau de la structure, parce que vous avez parlé du nouveau board, donc l'ERGA changera et deviendra le board des services de médias audiovisuels. On l'accueille favorablement parce qu'en fait, la liste des tâches va être étendue. On travaillera non pas seulement en donnant un avis d'expert à la Commission européenne ou technique, mais aussi on sera impliqué sur des avis sur la market concentration, donc la concentration des marchés dans le cadre des médias. Donc ça nous intéresse au plus haut point parce que comme ça, on pourra avoir un œil et un avis dessus qui normalement devrait être pris aussi par les autorités en charge qui délivreront ces avis à ce sens. Par rapport au board, nous avons des questions et des remarques aussi sur le fait d'assurer une indépendance qui est absolument cruciale parce que l'indépendance est assurée. Nous, par exemple, en Belgique CSA, nous sommes une autorité de régulation indépendante vis-à-vis du gouvernement ou autre. Et donc, nous considérons qu'au niveau européen, cet aspect d'indépendance est absolument crucial. On doit aussi être indépendant vis-à-vis de la Commission, mais aussi autres bodies européens qui seraient en face de nous. La question des ressources aussi est absolument essentielle, parce que pour assurer une indépendance effective des régulateurs, il faut que tous les régulateurs aient la possibilité de travailler également au niveau européen pour coopérer, échanger les bonnes pratiques, parce que maintenant, vous imaginez que tout ce qui est les questions transfrontières liées aux plateformes en ligne nous posent question et on les régule. Et donc, pour justement les réguler, il faut qu'on ait des ressources, mais aussi qu'on puisse au niveau européen coopérer, parce que ça passera que par cette coopération-là au niveau européen. Et puis, bien sûr, il y a la question, mais je pense qu'on y reviendra plus tard, des médias et de leur contenu sur les plateformes en ligne, en tout cas les très grandes plateformes en ligne. Et ça, c'est une question aussi cruciale pour l'ERGA parce que on se dit qu'on le régule au niveau national, au fond, les contenus médias. Et donc, dans l'univers hors ligne,
Et donc, quid de l'univers en ligne, justement, qui demande une coopération transfrontière, où là, peut-être, très certainement même, des questions sont posées de la part de nos régulateurs, mais aussi comment l'améliorer, parce que les articles 17 et 18 vont peut-être pas assez loin. Mais en tout cas, l'intention est bonne, je pense, d'avoir commencé le débat en l'inscrivant dans la proposition législative. Lise, pour les médias de service public, qu'est-ce que cette loi pourrait changer en pratique pour vous? Thank you, and good morning to everybody. So the European Broadcasting Union, just so everybody's clear about what we do, we are a member organisation for all of the public service media organisations across Europe, not just the EU, but beyond the EU's borders as well. So we represent more than 100 public service media organisations. I'm the head of news, so the news aspect of this is hugely important to me, and we work on a daily basis with the newsrooms in those public service media organisations. So we see the challenges and the problems that they experience, and for that reason, the Media Freedom Act is welcomed in its ambition to have a high level framework to allow public service media organisations to do their job, and that job is to be independent, to be serving all audiences, and to be providing impartial news coverage for everybody. So parts of this Media Freedom Act are extremely welcome in terms of the environment that it could create if it is indeed brought in. So in terms of editorial independence, the lack of political interference, the protection for funding for public service media organisations, the independence and clear processes for appointments of either senior level staff or of the boards that oversee the governance of these organisations. For the protection of journalists, we have, particularly in the past few years, seen some horrific attacks on journalists from all types of organisations, but we find that being very prominent, the public service media organisations do experience enormous problems in this area. And so more protection or more structure to protect those journalists is very welcome. And another issue is that while we represent public broadcasters, of course, the vast majority of our members are also expanding their content onto other platforms, non-proprietary platforms, so the big social media platforms and other platforms. And the issue of takedowns and deprioritization and arbitrary decisions over content and accounts that are in many cases regulated and have laws and rules which state the type of content that is suitable is unacceptable, and the experience we have on a very, very regular basis of these problems, we would like to see the Media Freedom Act do more to protect against this. And the same goes for prominence. We know that it's really important that if it is accepted, as this Act does accept, that public service media is absolutely crucial for the development and sustainability of democracy. We are not just sock manufacturers, as Vera Jourova just said. Then the ability of our audiences to be able to find our content needs to be protected, and the provisions in this Act are not sufficient to allow for that, in our opinion. Merci Lise. Anaï le mentionnait, finalement, Marie, on est vraiment qu'au début, parce que maintenant, dans le processus de loi européenne, les États membres, dans le cadre du Conseil, vont devoir
finalement avoir leur position et ensuite dialoguer et négocier avec le Parlement européen. Donc on est juste au début. Pour l'instant, comment on accueillit, comment on réagit les pays de l'Union européenne face à ce geste quand même très, très politique? Alors, de manière générale, il y a un grand soutien par rapport aux objectifs. Il faut savoir qu'on avait déjà discuté de l'idée du Media Freedom Act lors de la présidence française de l'Union européenne. Donc je pense que vous savez un peu comment ça fonctionne. Donc il y a un pays qui prend la présidence du Conseil de l'Union européenne tous les 6 mois et donc qui mène les débats. Et donc pour le moment, c'est la République tchèque et juste avant, cette année, c'était la France. Et donc il y a déjà eu un débat qui a été organisé au mois de mars où là, il y avait déjà eu une très bonne discussion et un grand soutien des objectifs et du besoin de faire plus pour protéger la liberté de la presse, protéger les médias, les journalistes. Il faut savoir que c'était aussi au début de la guerre et je pense qu'il y a cette réalisation, comme l'a dit aussi la vice-présidente, que maintenant les médias ont vraiment un rôle très important à jouer pour informer les citoyens dans la lutte contre la désinformation et donc il faut faire plus au niveau européen. Donc je pense qu'il y a cette prise de conscience au niveau européen de nombreux États membres. Alors après, évidemment, il y a la proposition qui a été présentée au mois de septembre avec là les mesures spécifiques. Et donc c'est vraiment maintenant qu'on discute des aspects spécifiques du texte, plus seulement des grands objectifs, mais aussi des mesures très précises. Et là, on a déjà eu dans ce panel quelques réactions et je peux y revenir avec plaisir. Par rapport aux États membres, ce qu'on voit, donc, c'est ce soutien, par exemple, de la France. La vice-présidente a aussi parlé avec le ministre bulgare plus tôt cette semaine et c'était très intéressant parce qu'il a expliqué à quel point c'était important d'avoir ces règles au niveau européen. Parfois, il y a des débats au niveau national qui sont difficiles, des mesures qui sont difficiles à prendre. Alors, si ça vient du niveau européen, parfois ça peut vraiment aider les discussions. Soutien, on est ici en Belgique, de la Belgique. Donc on a vraiment des voix très positives. Après, par rapport aux États membres plus je vais dire, sceptiques ou prudents, on va dire ça comme ça, on a la Hongrie, la Pologne qui ont plus de questions par rapport à l'intervention européenne dans ce domaine. Mais aussi, par exemple, l'Allemagne et l'Autriche, qui ont aussi des questions un peu similaires par rapport à l'intervention européenne. La vice-présidente s'est rendue plusieurs fois en Allemagne pour discuter avec les États fédéraux, les Länder, parce qu'ils ont un rôle important à jouer dans la politique des médias. Donc, il y a ce dialogue. Évidemment, le Media Freedom Act, ça va au-delà des règles audiovisuelles. Ça touche un grand nombre de sujets liés au marché intérieur, on en a parlé, donc on travaille aussi énormément avec le niveau fédéral en Allemagne, elle a rencontré plusieurs fois la ministre en charge, et donc on discute vraiment avec toutes les parties prenantes dans tous les pays pour vraiment écouter les réactions par rapport au texte. Et donc, je vais dire que de manière générale, il y a vraiment ce soutien par rapport aux objectifs et parfois des questions par rapport à l'intervention européenne de certains pays, mais je dirais que c'est plutôt limité. Après, on va vraiment avoir la réponse. Ça, c'est un peu mon impression suite aux discussions qu'on a entre la vice-présidente et les ministres. Mais comme la vice-présidente l'a dit lors de son intervention, on va avoir plus de détails à ce sujet la semaine prochaine quand il y aura le Conseil Culture, où là, la présidence de l'Union européenne, donc la République tchèque, va présenter un rapport avec les progrès et il y aura l'intervention de certains États membres. Et donc là, à ce moment-là, on aura vraiment plus d'informations sur les positions des États membres. Mais en tout cas, là, je vous ai partagé mon impression suite aux rencontres qu'il y a eu entre la vice-présidente et plusieurs ministres et les différentes discussions auxquelles j'ai pu assister. Merci Marie. Maya, vous avez mentionné que, selon vous, donc les protections pour les journalistes, notamment la protection des sources, des communications, n'étaient pas assez fortes dans la proposition de la Commission. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous pensez que c'est le cas et qu'est-ce qui devrait être fait ?
As I said, European Federation of Journalists welcome targeted protections against spyware on devices used by media service providers or journalists. However, the proposal should protect journalists from surveillance techniques in general, not just specific spyware. Future-proof solutions are needed to protect journalists from all and ensure that encrypted communication remains safe for all spy tools and all kinds. Because it's this proposal cover just one part of our problem. Problem is wilder. So we think that we will probably publish some concrete suggestions, but for us, it's a good proposal, but it's not enough. Marie, quand vous entendez ça, est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas allé assez loin pour la protection finalement des communications des journalistes? Je pense, alors j'ai pas le texte là sous les yeux, je pense qu'on a en tout cas l'intention politique était de couvrir la surveillance, les spyware, donc c'est bien inscrit dans le texte. Il y a aussi des principes généraux de non-interférence des États dans le secteur des médias. On couvre aussi pas seulement les journalistes, mais aussi leurs familles. Donc on a essayé, en tout cas, nous, il y avait une intention politique d'être aussi large que possible et d'avoir un maximum de garanties contre la surveillance. Mais évidemment, on continue à discuter du texte. Un aspect qui a été mentionné aussi plus tôt, c'est par rapport à la transparence de la propriété des médias. Il y a des règles dans la législation, parce qu'il faut savoir qu'on est venu avec un acte législatif, mais aussi avec des recommandations qui vont encore plus loin, où il y a plus de précision, il y a plus de recommandations. Mais en tout cas, juste pour être clair, que dans l'acte, dans la législation, il y a des règles qui demandent aux médias la transparence par rapport à leur propriété, parce que pour nous, c'est important que les citoyens sachent, excusez-moi, il est important que les citoyens, en tout cas, soient au courant de qui se trouve derrière un média. Et donc, en tout cas, c'était un point important. Et donc, je pense que, de manière générale, nous, on a mis, suite à la consultation qui a été faite en début d'année, je pense qu'on a mis tous les ingrédients qui nous paraissaient les plus importants. On a mis vraiment, on a discuté. Encore une fois, on avait les rapports sur l'état de droit avec une liste de problèmes. On a apporté des solutions. On a mis tous les ingrédients, on va dire, dans l'acte. Maintenant, est-ce qu'on a mis trop de sel, pas assez de sel? Est-ce qu'on a mis trop ou pas assez de chaque? Je pense que maintenant, c'est un peu la discussion qu'on a avec les États membres, avec le Parlement et bien sûr avec les parties prenantes, avec les organisations qui défendent les journalistes, qui défendent la liberté de la presse, avec l'industrie, avec l'UER. Donc là, on est maintenant dans la discussion vraiment des articles précis. Est-ce que ça va assez loin, pas assez loin? Donc maintenant, la Commission va jouer un rôle très constructif dans les négociations. Mais dans tous les cas, nous, on est venus avec ce qui nous semblait les solutions les plus équilibrées et aussi, parfois, on a des limites dans ce qu'on peut faire. Donc voilà. Merci. Parce que Anaï voulait réagir. Oui, juste ajouter que à cet article où justement il mentionne qu'il faut protéger les journalistes, on souscrit complètement à cet objectif. Et juste, il est mentionné dans l'article les employés. Et nous, en tant qu'Erga CSA, on considère aussi qu'il devrait y avoir une mention aux freelancers. Et donc, pas être souscrit juste aux familles des employés comme tel, mais que le statut aussi de freelancer soit mentionné dans l'article. Il est dans un des considérants, effectivement, mais que dans l'article, ce soit aussi mentionné. Maya. Agree. Also, in other articles, it's very important to mention freelancers and cover freelancers with all protections ensured in this law. But I just want to say, refer on this issue about transparency of ownership of media. I'm very glad that it's still in process, and so in this process, I should say and emphasize that
I regret that the lack of binding common and clear rules on media ownership, transparency, with reporting obligation for member states and for European Union. Transparency of ownership provisions must be comprehensive, enforceable, verifiable, and publicity and freely available in European-wide database. This Access program has 10 years of recommendation on media ownership transparency, including the identity of persons with ownership above of 5% threshold, including their citizenship in country of residence, the identity of the beneficial owners, if the shares are held in the name of another and truly audited should submit reports disclosing the sources of funding and those of influence of the media. For free flow of information across the single market is essential for the efficient functioning of the market and for elimination of corruption. Knowing who owns and controls the media is critical to democratic resilience. Unlike many types of business, media companies have a special power to shape public opinion. Transparency of media ownership and media financing is therefore a fundamental tool for ensuring media plurality and independence of journalism and of all media. Merci Maya. Lise, je voudrais passer sur la partie un peu en ligne, parce que de nos jours, en fait, beaucoup d'organisations et de médias touchent leur audience et donc participent finalement au débat en ligne sur des grosses plateformes, telles qu'on a mentionnées auparavant, comme Facebook. Vous, face aux règles qui ont été proposées par la Commission, est-ce que vous pensez que ça pourrait véritablement changer la donne pour les organisations médiatiques qui, comme vous le disiez, font parfois face à des décisions arbitraires avec leur contenu? Yeah, I think it's important to explain why that happens. It's crucial for public service media to reach audiences everywhere, wherever they are, wherever they wish to receive their news, their entertainment content, their information. And that means we experiment with and commit resources to putting content on very large media platforms. When we do that in the knowledge that these are not our own platforms and therefore we do not have complete control over the content there. But we think that these platforms are largely unregulated still and hugely powerful. And their terms and conditions are arbitrary and decided mostly on the basis of what happens in California or Beijing. These are not terms and conditions that take into any account the importance of a European public media, which operates in a completely different way to the media of the US or of China, for instance. And we constantly, and I don't want to underestimate this, we constantly see problems with our content and our accounts of large and prominent public service media organisations being arbitrarily taken down or demoted or affected in some way. And I just thought it might be helpful to give some examples to explain why this is such an enormous problem. This is not controversial content oftentimes. So in Denmark, their main kids app was removed from the App Store. No reason given. Just removed. In Sweden, their Instagram account was suspended for 2 weeks. No reason given, then popped back up again. In France, a youth program that was containing information on contraception was prohibited for under 18s by Snapchat. I mean, this is just crazy, and something really, really does need to be done about this. And the Media Freedom Act does, of course, talk about it, but we feel does not go far enough. What it requires the platforms to do is to deal with these issues with priority and without undue delay.
which sounds great, but what does that mean in practice? Because in news, in entertainment or others, you may think, oh, well, a day or two, maybe we can cope with that. In news, currently, we're seeing delays of at least 10 days, 2 weeks when we challenge takedowns. We get a lot of takedowns due to copyright strikes. So this is other media licensing organisations claiming copyright on material to which they do not have exclusive copyright, but because they have preferential arrangements with the platforms, they get to strike down public service media material. That's not acceptable. And then when it comes to it, it can take many, many days and normally weeks to reinstate that content, which is news content, which 2 weeks later is of no use to anybody. So we need to see more responsibility by the platforms in this area and for them to be regulated to do so. Anaï, en tant que régulateur, enfin en tout cas vous représentez les régulateurs, est-ce que vous voyez aussi ce même problème et qu'est-ce que vous pouvez faire et est-ce que le Media Freedom Act pourra vous donner plus de pouvoir pour régler ces problèmes? Alors nous, par rapport à la proposition législative, on est très content du fait que soient inscrits 2 articles par rapport à cette problématique-là des contenus de médias sur les très grandes plateformes en ligne, parce qu'on a vu les débats récents qui sont arrêtés en septembre sur le Digital Services Act, donc le nouveau règlement qui est une première mondiale très ambitieux pour régler justement tout ce qui est l'univers en ligne, qui touche aussi bien Vinted que Facebook, donc c'est un instrument horizontal. Dans ce DSA, ça n'a pas été repris, cette idée justement d'avoir des règles spécifiques au secteur des médias. Du coup, l'idée était d'y penser, de questionner et de travailler là-dessus dans le cadre de l'EMFA. Donc sur ça, on est très content parce que c'est présent. Par contre, on a plusieurs questions et on se pose les limites justement de ces 2 articles, l'article 17 et 18, parce que quelle est justement la valeur ajoutée finale, dans le sens où ce qui est prévu, c'est qu'un contenu de média, donc le média en fait va aller auprès, pour faire simple, de la très grande plateforme sur base autodéclarative. Ce sera ensuite la très grande plateforme qui décidera d'elle-même si oui ou non elle considère ce média comme média. Donc déjà là, on se dit que nous, au niveau national, il y a quand même un processus qui est fait et c'est reconnu. Donc pourquoi est-ce que sur les très grandes plateformes en ligne, ça ne serait pas pouvoir discrétionnaire complet des très grandes plateformes en ligne, que ensuite, quand la très grande plateforme en ligne décide qu'un contenu n'est pas en accord avec les conditions générales qui, je le rappelle, sont définies par les très grandes plateformes en ligne elles-mêmes dans le cas du DSA, ne va pas en accord avec ces conditions générales, alors elle peut soit supprimer ou rendre inaccessible, suspendre l'accès à ce contenu. Et la question aussi se pose sur l'accès juste à ce contenu ou tout le profil du média ou tous les services qui sont autour de ce contenu média sur la très grande plateforme en ligne. Donc là, on se dit quand même que ce pouvoir discrétionnaire donné aux très grandes plateformes en ligne est énorme et il est prévu effectivement qu'il y ait un dialogue structuré entre les très grandes plateformes en ligne et les médias s'il y a suspension ou suppression de contenu ou services profils de façon fréquente. Fréquente, ce n'est pas tout à fait clair non plus pour nous. Et ce dialogue structuré devrait être pris en charge par le board, donc au niveau européen, l'ERGA, qui devrait assurer ce dialogue de bonne foi entre les 2 parties. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de sanction à la clé non plus. Donc vous pouvez faire un dialogue structuré, sauf qu'au final, on peut dialoguer de bonne foi pour les 2 parties, mais il n'y a pas de sanction. Donc quid de la suite ? Et puis, nous, se pose une autre question. Pourquoi est-ce que seulement les très grandes plateformes en ligne? On peut aussi envisager le fait que, parce qu'il y a quand même une approche de risque, et donc ce risque peut être posé à l'ensemble des plateformes en ligne. Peut-être pas toutes. On peut trouver un certain plafond de 1 million d'utilisateurs par État membre. Il y a toujours possibilité de le faire. Mais en tout cas, nous, on considère, on comprend, et on est content que ces discussions soient sur la table. Mais ce n'est pas assez parce que justement, ce contenu média n'est pas reconnu comme illicite ou préjudiciable. C'est juste parce qu'elles ne sont pas en accord avec les conditions générales définies par les très grandes plateformes. Donc au final,
quel est l'impact réel mais du coup, c'est le moment justement de pouvoir le renforcer, discuter et trouver des manières de mieux atteindre cet objectif pour permettre à ce que ces contenus médias soient protégés. Marie, comment vous entendez ces critiques? Pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin dans votre proposition? Alors, tout d'abord, un point clé, c'est que le Media Freedom Act fait partie, c'est une pièce d'un plus grand puzzle. Alors, dans mon introduction au début, j'ai parlé des autres mesures qui sont prises par rapport à la sécurité des journalistes, la lutte contre les procédures bâillons, mais il y a beaucoup d'autres choses que la Commission fait, et notamment par rapport à la réglementation des plateformes en ligne. Comme Anaï l'a dit, la Commission est venue avec un cadre réglementaire tout à fait historique, on va dire. C'est donc le Digital Services Act, Digital Markets Act. Et donc là, on a un cadre là, qui a été adopté, qui va être très bientôt applicable. Donc là, on est déjà là, on a vraiment un cadre qui est finalisé. Et donc là, il y a déjà toute une série de garanties dans ce cadre réglementaire. Donc si je parle par exemple du Digital Services Act, on demande déjà aux plateformes de prendre en compte le pluralisme des médias, la liberté de la presse dans le cadre de leurs conditions générales. Il y a aussi l'analyse, l'évaluation des risques que les plateformes présentent par rapport au respect des droits fondamentaux. Donc il y a d'autres aussi. Il y a une autre loi qui s'appelle Platform to Business qui réglemente aussi les relations commerciales entre les plateformes et les autres acteurs commerciaux. Donc il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de lois aujourd'hui qui s'appliquent et qui visent à encadrer les plateformes et à réglementer leurs pouvoirs. Et donc le Media Freedom Act vient s'appuyer sur toutes ces lois, toutes ces règles, avec des mesures complémentaires, et notamment pour répondre à ces problèmes qui ont été soulignés, notamment par Lise, on demande aux plateformes d'informer les médias en avance, parce qu'on comprend qu'il y a cette notion de vitesse qui est importante, d'informer les médias à l'avance quand ils vont supprimer du contenu pour éviter les problèmes qui ont été mentionnés là. Donc ça, c'est une mesure qui fait partie du Media Freedom Act, qui est nouvelle. Alors, autour de ça, évidemment, on demande cette déclaration aux médias. C'est important. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, une priorité de la Commission aussi, c'est la lutte contre la désinformation. Et donc, c'est important que ce système ne soit pas utilisé de manière abusive par des médias qui ne sont pas des médias, qui sont des organes de propagande. On a mentionné tout à l'heure, la vice-présidente a mentionné les sanctions que la Commission que l'Union européenne a prises contre Russia Today et Sputnik. Donc c'est très important que quand on établit un mécanisme avec les plateformes, que ce soit évidemment dans le but qu'il y ait plus d'informations en ligne et moins de désinformation. Donc il faut évidemment, encore une fois, je vous parle d'équilibre. La Commission a vraiment, dans la proposition pour le Media Freedom Act, on a vraiment essayé de trouver le bon équilibre pour répondre à des problèmes et pour assurer qu'on donne vraiment, on respecte, et ça a été mentionné aussi plus tôt, qu'on respecte aussi les spécificités de certains États membres et qu'on ne veut pas venir, comme on dit en anglais, break things which work. Donc on veut vraiment venir avec une proposition qui va nous permettre, ici dans le cas de ce mécanisme avec les plateformes, qui va nous permettre d'avoir vraiment plus de place en ligne pour les médias, pour l'information, et tout en continuant évidemment notre lutte contre la désinformation. Et donc c'est l'équilibre que nous avons trouvé, c'est le mécanisme qu'on a proposé, et là évidemment on peut maintenant en discuter. Merci. Avant de poser une question à Maya, je veux juste vous informer que d'ici 5 minutes, on va ouvrir
Je pense toujours en anglais. We're going to open the floor to questions si vous voulez poser des questions à nos panélistes. Donc, si vous voulez commencer à réfléchir à tout ce que vous voulez demander, juste d'ici 5 minutes. Je vais juste demander avant à Maya. Maya, vous aviez mentionné l'importance de renforcer l'indépendance des régulateurs nationaux. On pense à des pays comme la Hongrie ou la Pologne où ça a été montré, d'ailleurs la Commission l'a montré dans certains rapports que bon, déjà, il y a un contrôle des médias, mais en plus, les régulateurs eux-mêmes ne sont pas nécessairement toujours impartiaux. Est-ce que le MFA pourrait faire quelque chose par rapport à ça? Well, as I said on the beginning, European Federation of Journalists shares the concern of the new proposal about European Board of Media Services replaced by this ERGA, because without independence from the European Commission. It's for us, it's unacceptable that their opinions and actions should be carried out in agreement with commissions and at request of a commission. What I want to say that from my point of view, for example, for Croatia, we have a so-called independent, it's not independent, regulatory body, which is under political pressure because majority of members of this agency has to be elected in parliament by political majority, and it's really strongly refers on all media environment because not just in Poland and Hungary. You know, we have bad experience in other smaller countries. You know, we follow the situation in Slovenia also last few years. And so we think that building independence of this umbrella organization to the national level, it's one of most important things for all of us in all member states' media environments. Can I just come in as well to build on what Maya was just saying? I think in many countries, particularly in Western Europe, there is an assumption, well, that would never happen here. You know, that would never happen here. We have an established media. We have history. We know what independent media means. Just this year, I've been talking to colleagues in what Maya was talking about, smaller countries, who have enjoyed, in fact, maybe a decade, maybe 20 years of independence and growth and wonderful flourishing of the media, and then suddenly see something change. And their warning to me was, and to our colleagues was, don't think it won't happen to you. And that is why, you know, a European level, high level, and I think it's important to say it's a high level framework. It shouldn't be so directive that the countries have to make decisions on their own in their own cultural settings. But to protect the journalists and the newsrooms who operate often in very, very difficult circumstances. And yes, there are some kind of famous bigger country examples, but this is happening at varying levels across the EU and on the EU's borders. And why this is so important to news, to public service. Public service spend across Europe an average of 30% of their budgets on news. And so when you're talking about protecting funding or undermining funding, in fact, which is what happens and what you see in many countries where you think, actually, the media is pretty free in this country, but then you look at their funding and realise that they haven't had an increase in their funding for more than 10 years. And they try desperately to protect the news departments as the last thing that they would cut. But the facts are the facts, and as we go into harder economic times as well, this is going to become increasingly important. And we haven't talked so much about trust, but the erosion of trust in journalism in general and the erosion of trust in media must worry everybody, not just the public service. If people are to be able to trust their
news organisations. That means that the environment in which they operate has to allow for that and to give people and the public confidence in the news organisations, the media organisations that they're consuming the content from. Just one sentence. That's also what I try to say, that it's also our concerns about so many recommendations. I understand your arguments, but you know, for many countries in Europe, still in Europe, recommendations are dead letter on the paper, and we would like to see some clear rules. Je vais juste laisser Marie répondre et puis ensuite on posera les questions. Vas-y Marie. Oui, sur 2-3 points. Par rapport maintenant au point sur les recommandations, donc le Media Freedom Act, nous on a une proposition de règlement, et comme ça a été dit, c'est en plus une loi européenne qui est directement applicable. Donc les États membres ne doivent pas transposer. Donc c'est vraiment, on est venu avec l'instrument le plus fort. D'ailleurs, certains États membres n'en sont pas ravis, mais on est venu vraiment parce que justement, on veut éviter que ce soit qu'il y ait une fragmentation dans la transposition, ou même ça prend plus de temps aussi. Et on estime que ce projet de règlement, c'est urgent de l'adopter le plus vite possible. Et donc c'est pour ça qu'on est venu avec cette loi ambitieuse. Par rapport à l'indépendance du board européen, donc ce ERGA+, comme on peut dire aussi dans notre jargon, mais par rapport à l'indépendance, c'est clairement écrit dans l'acte aussi, indépendant de la Commission. On réinscrit aussi, dans ce règlement, on réinscrit l'indépendance des régulateurs nationaux. C'est déjà dans la directive sur les services de médias audiovisuels, mais là, on le met dans le règlement de manière encore plus forte, où on vient aussi sur l'importance des ressources, parce ça c'est un aspect que je trouve aussi très important, c'est que là, on demande encore plus de choses aux régulateurs nationaux. C'est très important qu'ils aient les ressources, et c'est quelque chose qu'on met dans la loi aussi, et les États membres devront appliquer cette loi. Et donc, je pense que c'est quelques points qui ont été là mentionnés auxquels je souhaitais répondre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Allez-y avec le micro. Bonjour à tous, merci pour ces discussions très intéressantes. J'ai 3 petites questions, une peut-être qui s'adresserait donc à Marie, donc je vais la poser. Alors, du coup, vous parlez d'un projet de règlement et d'une loi ambitieuse. Donc concrètement, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de mesure concrète avec des sanctions qui suivraient cette mesure, des garanties, par exemple concernant la concentration des médias ou la transparence? Quelles seraient les mesures concrètes qui contraigneraient une chaîne de télévision, par exemple, à être transparente sur son propriétaire? Donc ça, c'est la question pour vous, Marie. Une petite question aussi pour Maya. Excusez-moi, je suis un peu stressée de prendre la parole. Une petite question pour Maya. Est-ce que, selon vous, Maya, les journalistes, les syndicats de journalistes et les médias indépendants ont été entendus? Est-ce qu'ils ont été sollicités aussi dans le cadre des échanges, des discussions qui ont été menées sur ce projet? Et enfin, une question qui s'adresserait à tout le monde. Excusez-moi. Aujourd'hui se tient à Paris la journée de la presse indépendante. Un peu bizarre que ça se produise en même temps que les assises européennes. Notamment sur le thème « Comment retrouver la confiance des publics ». Donc c'est une journée qui est organisée par le syndicat indépendant de la presse et de l'information en ligne, le SPIL, parce que, donc, selon Reuters Institute, 58% des Français n'ont plus confiance en les médias. D'après vous, est-ce que c'est un pied de nez, cette organisation de la presse indépendante aujourd'hui à Paris? Pourquoi ne pas avoir organisé
un événement qui inclut la presse indépendante, et est-ce que les indépendants sont bien mentionnés aussi dans... Il y a beaucoup de médias émergents, en fait, de médias indépendants qui arrivent. Est-ce qu'ils sont mentionnés, considérés dans... Parce qu'eux aussi, ils subissent beaucoup d'attaques. Voilà, donc voilà les 3 questions. Merci. Merci beaucoup pour les questions. Alors, pour commencer avec la première, par rapport à l'outil, alors c'est un règlement qui est directement applicable. Donc, ce sont les États membres qui doivent appliquer, respecter, veiller à l'application. Et si ce n'est pas le cas, la Commission peut alors lancer ce qu'on appelle des procédures d'infraction. Et là, ça peut aller jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, où là, à la suite, il peut y avoir des sanctions qui sont prises. Une mesure concrète, une ou 2 mesures concrètes? Alors, par exemple, je pense que vous avez mentionné la concentration. Il y a une règle qui oblige les États membres à regarder, à faire une évaluation des concentrations par rapport au pluralisme des médias. Donc, quel est l'impact d'une concentration sur le pluralisme des médias? Il y a une évaluation qui doit être faite. Et donc ça, c'est une mesure concrète qu'on demande aux États membres de faire. Alors là, c'est-à-dire qu'on demande aux États membres, nous on a fait donc, ces rapports par rapport à l'état de droit, on analyse par exemple la sécurité des journalistes, l'indépendance des régulateurs, on regarde aussi, ça c'est nouveau, à l'indépendance des médias de service public. Donc nous, on fait une analyse qui est basée notamment sur différents rapports, c'est une analyse de la Commission. Mais là, en fait, ce qu'on demande aux États membres, c'est d'introduire dans leurs systèmes nationaux eux-mêmes une évaluation des concentrations, non pas seulement en termes de concurrence, mais en termes d'impact sur la concurrence, mais aussi en termes d'impact sur le pluralisme des médias. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on demande dans ce règlement. Mm-hmm. I believe that we are in the beginning of discussion about European Media Freedom Act. And I spoke with my colleagues, Renate Schroeder, she's Executive Director of European Federation of Journalists, before publishing the ENFA with Ms. Vera Jourova. And we supported this idea of and proposal for a Media Act, and we still support this idea, but we hope that we will continue our communication, that you will read our comments, our suggestions, and implement some of them, all of them. We'll see. But I believe that there is an opportunity to improve this proposal to the final version. And about independent media, personally, and I also can say in the name of the European Federation of Journalists, they are very, very important point in all media environments. We cooperate with them, we respect them, and so I hope it wasn't questions for me and for us, for my organization. Pour ce qui est de l'organisation de l'événement, je pense que personne ne peut vraiment répondre pour cette question puisqu'on ne l'a pas organisée. Par contre, pour ce qui est des médias indépendants et des journalistes, Marie, dans le MFA, est-ce qu'il y a une protection particulière pour eux face aux attaques auxquelles ils font face? Alors évidemment, c'est souvent des questions aussi de définition. C'est-à-dire que dans le Media Freedom Act, on a une définition des médias qui est, je pense, assez large. Et encore une fois, l'idée, ce qu'on essaye justement de faire avec le Media Freedom Act, c'est de rendre les médias indépendants, ou d'être sûr qu'ils le sont. Parce que ce qu'on essaye de faire avec cette proposition, c'est d'avoir des garanties. On interdit aux États membres d'interférer. Donc au niveau européen, on dit que les États membres ne peuvent pas interférer dans les décisions éditoriales des médias. Il y a différentes garanties qui sont dans ce texte
pour justement protéger cette indépendance des médias. Après, si la question c'est, voilà, il y a des nouveaux types, des médias innovants, des blogs, etc., on essaye aussi de prendre ça, voilà, mais je veux dire, on essaye, pour nous, c'est considéré dans cette définition de médias. Aussi, on avait parlé d'un considérant, donc on a des explications dans la loi qui expliquent justement qu'on tient compte aussi des journalistes freelance, etc. Donc on essaye vraiment d'être le plus large possible et comme ça a été dit, d'être future-proof, donc d'anticiper aussi l'évolution du secteur. Donc ça, c'est quelque chose, oui, qui est pris en compte dans la loi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Madame et puis monsieur après derrière qui voulait poser une question. Thank you. My name is Irina. I'm coming from Bulgaria as a representative chair, actually, of Association of European Journalists in Bulgaria. Two questions. Marie, you mentioned that Bulgaria is supporting MFA through the minister. I guess this is the Minister of Culture. Correct me if I'm wrong. And here comes the question, because it's very important where will be the level of sanctions. If sanctions come through the mechanism of rule of law, but actually the Ministry of Culture and the Committee of Culture at the European Parliament are actually the leading commission on the MFA. Isn't there a contradiction, don't you think so? And the second question of mine is concerning the formula for the regulatory European regulatory body that is going to replace the current one. Editorial independence as a keyword for the whole legislative proposal is great news for countries like mine in Eastern Europe, but independence, when you have representatives of national regulators who are mostly dependent on political party quotas. For instance, the Bulgarian broadcasting regulator is created via the parliamentary represented parties, so parliament, and partly by the president, who is also a political actor, actually. So how do you have any provisions how to somehow to react to these deficits that could be replicated on EU level, deficits that are coming from the national media environments? Thank you very much for your question. So regarding maybe first what you mentioned about the responsible minister, responsible also committee in the European Parliament, and also rule of law. Once again, I will come again with my now favorite sentence, is to say that the Media Freedom Act is part also of a broader puzzle. It's a piece of a broader puzzle. You have the European Media Freedom Act, and you have also all the things we are doing on the side of rule of law. You mentioned the rule of law conditionality, so actually it's a separate legislation to ensure the protection of the spending of EU budget, EU money. There is the rule of law report, what I mentioned earlier, the fact that we are doing this analysis across the member state. And so we have, of course, different tools for different issues, right? And on rule of law, it's broader than even media. And our aim with the Media Freedom Act is really to have something which is addressing specifically media freedom and pluralism, and the media sector, as the Vice President said, it's a specific actor on the single market. We need a specific instrument. And so in that sense, in any case, of course, now the discussions, it's among ministers responsible for media. In many member states, they are also responsible for culture. Sometimes it's not the case, but it's often the case. So the discussions are taking place there.
But at the end, it will be applicable for the whole country, right? It will be applicable for all the countries across the European Union. So, in my view, this makes sense. And of course, the ministers are discussing their position with their counterpart in the member state, like in the Commission. We are, of course, discussing. The vice president is also in charge of rule of law, so that's good in a way. But she's working very closely with the commissioner in charge of the single market, and we are, in discussing with other partners. And at the end of the day, it's a proposal of the Commission as a whole, and it will be the position of Bulgaria, and then it will be for the country as a whole, right? So I think that in that sense, I see this working pretty well. Let's see now the discussions, the results. And regarding the independence of the regulator, we have in the law, it's in the law the fact that national regulators have to be independent. We don't go into the details of how the members are nominated. I mean, maybe Anahi, you will want to add something on this, but we don't go into the details. We say they have to be independent, and after the law has to be applied. What I feel is very important for the Commission is to create this European board where you bring all the national regulators together, because there is a kind of also peer pressure, and I feel this coordination is super important to have these exchanges among the regulators. And it creates also a kind of safety net in a certain way to also the exchange of best practices. And I really think that it will, with the Media Freedom Act, we will really raise the level for the whole European Union. So our idea is really to have, better minimum standards of protection across the European Union, without, of course, preventing member states to also go further in certain areas and to be even better. But at least now what we will have across the European Union is this safety net and common protection. I hope it helps. Thank you for your question, because it's related to the Bulgarian regulatory authority or body, but as well Croatian, because earlier you mentioned as well the question of independence at the national level of those regulators. As you can imagine, it's not up to us as regulator within ERGA to say or to analyze or at least to conclude if they are independent or not. I imagine that you can imagine my position now. That's one. And second, you have as well in the Audiovisual Media Services Directive, which has been revised in 2018, some guarantees, as Marie told earlier, on the independence. Then I think that it's not up to us as ERGA to analyze if yes or not they are independent, but if they follow all the guarantees that are listed in Article 30 of the AVMS Directive, then I imagine that they're independent. But the European Commission, as guardian of the treaty, should observe it, and if there is a problem regarding this independence, I imagine that should already open a case, but it's not the case for the moment, and therefore regarding this specific issue I can't say you more, but indeed you have general principles, and then in the directive it's up to member states to transpose and then to guarantee what is mentioned in the AVMS directive. So I can just say that it's up to the European Commission to be sure as guardian of the treaty that it's clearly followed. On the Audiovisual Media Services Directive, we are actually doing the transposition check right now. Il y a une question là-bas. Bonjour et merci aux panélistes de nous avoir expliqué le contenu de ce projet de Media Freedom Act. Moi, je viens de la rive sud, plus précisément de la Tunisie, et je dois avouer mon étonnement qu'en Europe, on continue à considérer la liberté des médias comme une priorité, comme un droit à protéger, alors que c'est vrai que chez nous, dans les régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, comme vous le savez, cette thématique est très actuelle et prioritaire, mais franchement, vous écoutez,
je commence un petit peu à comprendre que en fait, le contenu de ce projet, c'est plus la protection du citoyen ou du droit à l'information du citoyen que la protection des médias. Moi, je pense que la question qui se pose, c'est la régulation des médias, surtout dans le contexte actuel de pollution, entre guillemets, du paysage médiatique par un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels. Et j'aimerais vous entendre sur cette question. J'ai bien écouté l'exposé de Madame Corbyn, qui considère qu'il y a une diversité de situations dans les pays européens. Évidemment, certains pays de l'Europe de l'Est ne sont pas au même niveau de protection des libertés des médias que dans les pays d'Europe occidentale. Et moi, je pense qu'il faudrait peut-être ajouter un sous-titre à ce Media Freedom Act de manière à ce qu'il ressemble un petit peu davantage à un Citizens Right to Information Act. Thank you. I'll take it first. Thank you very much, and nice to hear from Tunisia, which is also part of the region that the EBU covers as well. So we have a broad view across the region, and I would say there's not a country in the EBU membership that does not feel pressures from one level or other. Yes, you have some very extreme cases where public service media does not enjoy very many freedoms at all, and then in other countries where you may feel that they have it all sorted, they also feel pressure. So there are different levels and there are different complexities actually, and some of the pressures can be really not so direct and not so obvious, and that can cause issues in itself. In terms of how to regulate against disinformation and to protect quality media from being lost in a sea of fake news and misinformation, this goes back to the point that I was saying about the why is that a problem? That's a problem because we have so many platforms on which this content can easily flourish and without restriction, without regulation, and cheaply. And something we haven't talked so much about is funding, and we all, I'm sure, in this room know that quality journalism costs money, and cheap fake journalism is just that, cheap, and easy to spread. And so to protect against that, I think there's definitely very much of a go high. You know, if we can protect the quality of independent, trusted journalism, protect the funding of it, then we have a good, strong case to be more influential than this cheap and nasty content. But also that also speaks to the prominence that is accorded to trusted media, and another part of the Act is around the prominence that public service media is given on various different platforms like smart TVs and all the new technology that we're using. Okay, just short answer. I hope that it is idea to protect true information, citizens, and to protect journalists. And I can only add that in public debates in which we participate, also we listen to views of publishers. And we can see that they are quite strong, let's say, against this kind of law. And we just hope that Commission will listen to the journalists to whose protections this act, as we heard, is being written. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va peut-être en prendre deux autres et ensuite on va arriver au moment où on va devoir finaliser. Je ne sais pas, monsieur. Hello. Yeah, hi, good afternoon. Thank you.
My question is for Maya Server, the president of EFJ. Actually, I'll go from the title, Step Forward for Journalism in Europe, Media Freedom. There is a lot of violation in Russia, Russian Journalist Union, a lot of violation against the journalists, whether they are Russian or Ukrainian. The question, is there any step as Russian Journalist Union, they are member of EFJ and IFJ, and especially there is IFJ, and especially there is kind of problem in the alliance of Press Council, European Press Council. If there is any act, at least to go for in advance for the freedom of press, because this violation against the media itself in Russia. Thank you. Thank you for your question. I have to say that a big Russian union is not a member of European Federation of Journalists, just small one, independent, and most of members are in exile. So, but what I want to say that cooperation with independent journalists and in Russia also is one of our tasks, and we cooperate with colleagues in Ukraine. Also, they are members of our association, and we really works a lot with them. But on your question, the big Russian union is not a member of EFJ. Hello, good afternoon to everyone, to the panelists and the audience. My question goes directly to Ms. Maya Sever. As a little remembrance of the great journalist, Dutch journalist Peter de Vries, that was killed 16 July 2021 in Holland, in the Netherlands. How the Federation of Journalists are working or pushing the governments to endure the penalties to people that kill journalists in field, because he was young, still very young, 64 years old, working, investigating a case of criminality. They already catch the person in Spain. It's a Dominican guy that was involved in an investigation. So we don't want to lose any other journalist. And he was a great person. So it's sad to lose the journalists like this, and especially here in Europe. Thank you very much. Thank you. We also cooperate with colleagues in Netherlands, probably on this case, but please understand me. I don't know the details. Maybe we can talk about it later. Here is my colleagues, Ricardo and Renate, General Secretary and Executive Director, so we can continue about this specific topic after this panel, please. Thank you. Est-ce qu'on a juste une dernière question qui est sur le Media Freedom Act, le MFA, avant de finaliser? Pas mal de mains levées. Peut-être madame au milieu. Bonjour, c'est peut-être une question plus pour Anaïs Villa et Marie Freinet. Je me posais la question, à l'ERGA, il y a combien d'instances de régulation qui sont vraiment indépendantes des gouvernements, c'est-à-dire dont les membres ne sont pas nommés par les gouvernements? Parce que j'ai fait une petite recherche, parce que moi j'étais inquiète par rapport à l'ARCOM en France, enfin inquiète, le mot est un peu fort. Voilà. Et du coup, comme j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie des instances de régulation qui dépendent des gouvernements, donc la notion d'indépendance est toute relative, je me demandais dans quelle mesure des fédérations comme la IPCE ou les conseils de presse ou les instances de régulation qui sont un peu plus autonomes puisqu'elles émanent de la profession ne pourraient pas être consultées pour améliorer, amender le Media Freedom Act. Oui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, par rapport au cas bulgare et à nos collègues croates, c'est que vous avez des garanties dans la directive des services de médias audiovisuels qui a été révisée en 2018, donc l'article 30, par rapport à l'indépendance des régulateurs. Ça a été, donc comme c'est une directive, bien sûr, ça a été adopté par les co-législateurs, Parlement européen et Conseil. Et donc, comme je disais, moi, en tant que régulateur, nous coopérons donc, au sein de l'ERGA, on est des 27
Donc les 27 États membres sont représentés. Et du coup, ce n'est pas à moi de préjuger de l'indépendance de mes collègues. Après, comme je le disais aussi, la Commission européenne est gardienne des traités. Et donc, s'il y avait un problème d'indépendance et si les garanties qui sont reprises dans la directive des services de médias audiovisuels de 2018 n'étaient pas remplies, je suppose quand même que la Commission européenne, elle, entamerait des procédures à l'encontre des États membres. Pour le cas de l'ARCOM, si je peux me permettre brièvement, oui, effectivement, Monsieur Roch-Olivier Maistre, en tant que président, est désigné par le président de la République. Par contre, il ne prend pas ses décisions seul. Il y a un collège et je vous invite à regarder les membres de ce collège. Donc, il n'est pas seul à décider. Oui, alors en effet, il y a des... Mais dans l'indépendance, par exemple, si nous avons une opinion, une position CSA, je prends notre exemple en Fédération avec Bruxelles, le gouvernement ou le Parlement ou autre n'a absolument aucun droit, et d'ailleurs, ils ne le font pas. Et même si, quand bien même ils le feraient, nous dire, voilà, allez plutôt dans ce sens-là ou dans ce sens-là, et du coup, on devrait changer notre papier, n'est absolument pas le cas. Et donc, en termes d'indépendance, justement, elle est assurée parce que quand on dépose nos opinions ou des positions, c'est ce que nous pensons, nous. Qu'ils soient d'accord ou pas, après, ils la prennent en compte. Et d'ailleurs, très souvent, on voit qu'il y a des points sur lesquels on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais vous pouvez voir que nos opinions, du coup, sont partagées de façon indépendante. Elles sont publiques également. Et après, c'est au gouvernement et aux institutions de choisir. Après, pour rebondir aussi par rapport à l'indépendance au niveau européen, du coup, parce que telle est la question dans le cadre de l'EMFA, oui, effectivement, il y a l'article 9 qui prévoit justement cette indépendance des régulateurs vis-à-vis de tout body européen ou instance. Par contre, si vous suivez dans les tâches de la proposition législative spécifiquement ce qui est fait par l'ERGA, donc par exemple nos opinions ou nos positions, le souci c'est qu'il est écrit en accord avec la Commission européenne. Ceci nous pose un souci. Donc oui, vous avez l'article 9, qui est très bien, mais ensuite, lorsqu'on va dans les détails, là, par exemple, notre programme annuel devrait être accepté et fait en accord avec la Commission européenne. Nos positions devraient aussi passer en accord avec la Commission européenne. Donc, nous, dans notre position, nous considérons que cette mention devrait être biffée, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas, et justement, si on est indépendant au niveau national, au niveau européen, ça doit être exactement la même chose. Et alors, par contre, à un moment, se poser la question de... Pour l'instant, nous travaillons aussi au sein de l'ERGA à la demande de la Commission à notre propre initiative, et nous voyons que dans la proposition législative de l'EMFA, il y est fait mention à la demande de la Commission européenne, sur lequel on est tout à fait d'accord, il n'y a pas de souci, mais il devrait aussi y avoir un ajout sur à l'initiative de l'ERGA. Si les membres de l'ERGA considèrent eux-mêmes qu'ils devraient travailler telle priorité, mais que ce n'est pas tout à fait l'avis de la Commission, tant pis, mais on devrait avoir ce droit-là. Voilà. Alors, plusieurs points. Par rapport aux procédures au niveau national, donc il y a différentes procédures en fonction des pays. Anaïs l'a expliqué. Nous, on regarde à ça dans les rapports sur l'état de droit. Là, je n'ai pas, on n'a pas de... j'ai pas un résumé à vous donner, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on regarde. La directive a été mentionnée. Là, les États membres, les États membres donc, devaient la transposer. On est dans l'analyse de cette transposition. On revient avec des garanties en plus dans le Media Freedom Act. Et donc, évidemment, le sujet de l'indépendance des régulateurs, c'est un sujet très important, comme vous l'avez mentionné, et en effet, on y regarde. Par rapport à l'indépendance du board vis-à-vis de la Commission européenne, donc dans ce projet de Media Freedom Act, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Il y a des mentions de la Commission européenne, en effet, parce que, comme je l'ai expliqué, il y a d'autres lois qui sont importantes, qui sont liées au Media Freedom Act, et la Commission agit comme gardienne des traités. Mais en effet, là, on est vraiment en discussion avec l'ERGA par rapport à la suite du texte. Et je veux juste, encore une fois, insister sur
l'intention politique de la Commission, qui est d'être sûr que le board soit indépendant de la Commission et de toute autorité nationale également. Et je pense qu'il y avait aussi la question des conseils, des organes déontologiques qui évidemment sont très importants pour nous. Et ce qu'on appelle la self-regulation est quelque chose qu'on encourage au niveau de la Commission européenne. On a beaucoup de projets à ce niveau-là pour encourager la coopération entre ces conseils. Et donc c'est vraiment quelque chose aussi qu'on encourage en fait avec le Media Freedom Act. Il y a différentes références où on encourage tout ce qui est self-regulation. Et bien sûr, on a aussi consulté les conseils éthiques et ce type d'organisation dans la préparation du Media Freedom Act. Et je veux encore dire que le Media Freedom Act est encore une fois une action de la Commission européenne. On a d'autres actions, notamment par rapport au financement européen pour des projets de coopération, par rapport aussi au partenariat journalistique. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour justement encourager la self-regulation. Aussi, un projet qu'on soutient, ça s'appelle la Journalism Trust Initiative, qui est un projet qui est mené par Reporters sans frontières, qui aussi est lié. Alors là, je suis désolée, je viens avec beaucoup d'initiatives, mais on fait aussi ce qu'on appelle un code de pratique contre la désinformation et qu'on fait justement avec les plateformes en ligne où justement on essaye d'adresser le sujet de la lutte contre la désinformation en ligne et comment on peut justement favoriser les médias, la prominence, la visibilité des contenus médiatiques. C'est aussi quelque chose qu'on discute beaucoup aussi dans le cadre de la lutte contre la désinformation. Donc on a toute une série de projets et d'initiatives. Et donc le Media Freedom Act doit être aussi vu comme quelque chose qui vient en plus, de complémentaire par rapport à toute une autre série d'instruments que nous avons, des projets, des financements et d'autres lois et d'autres initiatives que nous avons. Merci, on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti, donc je voulais juste vous remercier à tous nos panélistes qui étaient là aujourd'hui pour discuter de Media Freedom Act